bonsoir Anne-Marie. Merci, c'est la deuxième fois que tu viens au théâtre. Je suis venue pour un roman, l'avant-dernier, La Source, publié aux éditions Actes Sud également. Parce que ce soir, tu viens nous parler de ton nouveau roman, Le Grand Nord-Ouest, paru en cette rentrée littéraire aux éditions Actes Sud. Donc, c'est une œuvre éblouissante. Disons-le. Une fois encore, c'est une somme, une traversée, un roman de formation, d'amour, des origines, d'aventure. Tu es d'accord avec tous ces termes? Tu as choisi de t'emparer du genre éminemment viril qu'est le western, et tu nous diras dans un instant pourquoi, afin de relater le destin de deux femmes à la fin des années 30, une mère et sa fille, la mère Lorna Del Rio et sa fille Jessie. Mais des femmes, il y en a d'autres, non moins singulières, comme l'indienne Casca, car ton livre nous fait pénétrer sur l'immense carte neigeuse du territoire nord-amérindien. Dans ton œuvre romanesque, tout s'appelle et se répond, et tu nous diras aussi dans quelle mesure ce nouvel opus est une sorte de résurgence de ton avant-dernier roman, La Source. Parce qu'il y a beaucoup de points de contact, de choses qui se tissent entre les deux livres et entre les autres encore. Et voilà, je crois que tu auras des choses à nous dire par rapport à ces motifs que tu files de livre en livre avec passion. Tu nous expliqueras également, si tu le souhaites, en quoi ton nouveau livre te permet d'interroger le mystère de la création romanesque, de la lecture et de l'écriture, ainsi que celui d'un certain rapport à la mémoire que sculpte de façon somptueuse la légende. Car j'en suis persuadée, Anne-Marie, tu es celle qui écrit des légendes, des mythes, c'est-à-dire des histoires qu'il faut lire, legenda, legendae, ce qu'on doit lire, et professeur de latin quand même, et dont il faut se souvenir. Alors ce roman, somme, roman, monde, contient beaucoup de personnages. On ne va peut-être pas pouvoir tous les regarder à la loupe. Peut-être qu'on pourrait insister sur trois d'entre eux, trois héroïnes. La mère de Jessie, et puis cette fameuse indienne Casca. Alors, la mère de Jessie, c'est un personnage haut en couleur. Lorna Del Rio, elle a 34 ans au début de l'aventure. Elle a des belles allures de pionnière en salopette de jean et chemise à carreaux flanquée de la 54, canon debout calé contre le levier de vitesse. Mais l'aventurière ressemble aussi à Betty Boop. C'est une pin-up qui vit à Hollywood et qui décide au début, à l'ouverture du roman, de partir en cavale avec sa fille. Elle s'assoit au volant de son vieux pick-up pour filer vers le Grand Nord-Ouest et l'Alaska. Et elle emporte avec elle sa trousse à maquillage, un colt et une sacoche pleine de souvenirs enfouis. Alors, tu vas nous lire le portrait de cette maman de Jessie, page 11. J'insiste sur la trousse à maquillage parce que tu écris dans ton livre, et là dans la marge j'ai écrit Véronique au balcon qui est là, point d'exclamation. Véronique, parce que tu dis que la trousse à maquillage c'est une arme de poing. Et Véronique OLD dit souvent que le rouge à lèvres rouge et les chaussures à talons aussi. Ce sont les armes de poing. Ce sont des armes de poing. Et là j'ai écrit Meilleur que les armes de poing contre les vicissitudes de l'existence, oui. Alors tu peux, si voilà. tu veux bien, sur les photos. De ses débuts à Hollywood, on la prendrait pour une pin-up godiche de promo publicitaire. Châssis de Betty Boop, denture de Blanche-Neige, divine de pile et de face, boudeuse cabotine, œil fripon sous la plume des fossiles, il fallait la voir trôner à languille dans les coussins de satin sous le nom de Lorna Del Rio, d'ascendance mexicaine, ou cuisse nue de cowgirl texane, chevauchant avec l'assaut une barrière de rodéo de studio. En tant que produit commercial de luxe, elle battait à plate couture les starlettes qui fument cigarettes au bec, s'accoudaient lascives au bar des hôtels Select, tapinait sur Sunset Boulevard et forniquait avec les producteurs, les scénaristes, les perchistes, jusqu'au dernier des machinaux, au dernier des écoutiers en vue de décrocher le petit rôle de leur vie. Mais Lorna Del Rio n'avait pas, comme elle, un tempérament à faire de la figuration. Avec son génie du business et sa plastique, elle s'y entendait
pour ferrer le poisson, vu qu'elle a une calculatrice atomique en place du cerveau et la moralité est extensible plus qu'un chewing-gum. Ce qui n'exclut pas le sentiment dont elle a à revendre un cœur phénoménalement sentimental qu'elle effeuille sans compter du moment qu'au tiroir caisse, il y a du liquide en quantité. Est-ce que tu peux nous parler d'elle davantage encore? Voilà, pourquoi cet être complètement bizarre? C'est un jeu, c'est une figure évidemment, comment dire, presque stéréotypée du cinéma américain ou des années, c'est la fin des années 30 là, de Hollywood. Mais en effet, c'est une figure, mais il y a derrière autre chose d'elle qui se révèle peu à peu. Elle vient de très loin, elle vient d'Europe, elle vient de France, et elle va plus loin encore, elle galope, enfin, elle cavale vers le Grand Nord, donc elle porte toute une histoire, et cette histoire à Hollywood n'est qu'un épisode, un des chapitres de sa vie dont elle tourne les pages. Ce ne sont que des brouillons et on recommence, dit-elle. Donc l'épisode hollywoodien, c'est une station en attendant mieux ou d'aller plus loin, parce qu'elle en a bavé pour venir jusque-là. Elle a suivi la route 66, celle des migrants qui traversaient les États-Unis d'est en ouest. Elle a traversé l'Atlantique en compagnie d'anarchistes russes. Enfin, elle a déjà vécu pas mal d'aventures qui se révéleront petit à petit. Donc elle est plus armée ou plus aventurière encore qu'elle n'en a l'air là, dans cette espèce de silhouettage. Bon. En plus, ce portrait, il est fait par sa fille, Jessie, qu'elle embarque à l'âge de 6 ans. Mais celle qui fait ce portrait n'est pas la petite Jessie de 6 ans, c'est la jeune femme qu'elle est devenue 15 ans plus tard. Cependant, à l'âge de 6 ans, en effet, cette femme éblouit la petite fille qui cherche en tout à se calquer sur elle, qui rêve d'avoir plus tard ses seins et ses fesses de déesse, et donc qui est épatée par tout son entre-gens et son culot et même son intrépidité. Elle n'a peur de rien, en quoi elle est très dangereuse, puisqu'elle n'a peur de rien, et donc ça épate la petite fille qui cherche au début à caler ce modèle éblouissant qu'est sa mère. Hein. Voilà. Alors, t'es vraiment une maîtresse dans l'art du portrait. On a entendu là l'humour, le côté aussi très chatoyant des couleurs et des formes de la maman de Jessie. Tu adoptes un tout autre style quand il s'agit de faire le portrait de Jessie, justement, un portrait beaucoup plus impressionniste ou pointilliste, quelque chose de beaucoup plus évanescent. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Si tu pouvais nous lire entre ces crochets-là, pour qu'on entende une autre musique peut-être, et tu pourrais commenter cette différence de ton, de style. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je trouve que, voilà, c'est Budd, c'est le narrateur qui rapporte l'histoire, et je trouve que là, c'est très très beau comme langue, et j'aime bien. Cette petite fille de Jessie, dans les récits de l'histoire, est devenue une autre, elle s'appelle Nia, du moins elle réclame d'être appelée ainsi. Jessie ou Nia, peu importe, je continue de l'appeler Jessie en mon fort intérieur, n'est plus là pour m'autoriser ou pour me défendre d'écrire ce qu'elle m'a raconté à sa façon, ce qu'à la mienne j'ai vécu avec elle ensuite, dont je me souviens. Je ne peux le faire qu'à présent, pour l'avoir vraiment et définitivement perdue de vue. Cette formule passe-partout s'applique strictement aux circonstances où Jessie a disparu de ma vue, mais pas de ma vie. Chaque jour, je pense à ma dernière vision d'elle, s'éloignant sans se retourner, me tournant le dos comme je lui avais tourné le mien. Peut-être sentait-elle entre ses épaules la flèche de mon regard désespéré, tandis qu'elle s'amenuisait longtemps sur l'étendue blanche, jusqu'à n'être plus qu'une encoche flottante, une virgule infime. Et peut-être cette ponctuation avait-elle disparu que je la voyais, je la vois encore, variée en intensité dans les rideaux de neige, sans horizon, terre ni ciel, le froid glaçait mes larmes entre mes cils, un de ces froids dont on dit qu'il gèle un crachat avant qu'il n'atteigne le sol. Ça c'est la fin. Le crachat qui gèle avant d'atteindre le sol, c'est construire un feu. Absolument, c'est une formule que j'emprunte à Jack London, d'ailleurs comme un tout petit épisode
où Jessie apprend qu'il ne faut pas bâtir son feu sous un arbre. C'est la sublime nouvelle de Jack London, évidemment, bien sûr. Merci. Merci. Mais j'allais pas mettre des notes en bas de page pour dire Jack London. Non, mais là, mais d'ailleurs, on retrouve la topographie. D'ailleurs, tu vas nous parler des lieux aussi dans un instant. Alors, il y a une autre femme puissante, hein, c'est Casca, je ne sais pas si je prononce bien. Casca, l'indienne. Cette indienne rabougrie a des yeux et des doigts de chauve-souris, écris-tu. Et puis tu nous fais son portrait, page 99. Je suis désolée, Anne-Marie, je vais beaucoup lire, mais c'est parce qu'il y a vraiment une galerie de portraits somptueuse dans ton roman. Là et là. Ah, c'est sa première apparition. Oui. Parce que, c'est la première rencontre en pleine forêt sauvage. Elle s'est pris la jambe dans un piège à... Oui. De prime abord, c'est un genre d'épouvantail puant, face en cuir de caïman, sous sa tignasse en bataille, sa fourrure d'ours, ses branchages. Une fois sortie de là, c'est une indienne en robe de peau, coiffée d'un chapeau melon. Bien que bancale, elle parvient à s'adosser à l'arbre. Sans s'occuper de nos personnes, à qui elle doit quand même sa libération, elle adresse une harangue dans leur langue personnelle aux chiens, aux corbeaux. Sérieux, ils l'écoutent, l'un assis sur son train, l'autre juché sur la houppe d'une sapinette. Nous aussi l'écoutons interdite. Maintenant, elle stridule avec des coups de glotte, des clapotis de joues qui finissent en mélopée bien rythmée. Ninana naoe atanke paweho. Si entraînante que pour ma part, j'entonne Glory, Glory, Alléluia. Du coup, elle s'aperçoit qu'on est planté là, bras ballon. Il vous en a fallu du temps pour vous décider à venir, reproche-t-elle en langue normale, au lieu de nous remercier, au lieu d'être aimable. Donc ce personnage est important dans l'économie du roman. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, elle se révèle une autre, évidemment, en cours de route. Elle n'est pas si vieille, ni si caïman qu'elle en a l'air. En fait, elle s'infeste la forêt. Elles vont vite la prendre à leur dépens, les deux autres. Donc Casca, elles ont sauvé Casca et Casca les sauve. Il se passe là quelque chose qui n'apparaît pas vite tout de suite dans le roman. C'est que ce nous impacte là, qui est bien sûr dans nos sociétés aussi, rendre un service rendu, le don et le contre-don, mais là qui prend une importance particulière parce que Casca est une amérindienne, elle est Gwich'in, avec son compagnon Herman qui porte un nom chrétien. Il a été baptisé par les missionnaires qui l'ont enlevé. Là, je pense qu'il y a une chose terrible, qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est cette terrifiante histoire de pédophilie des prêtres, dont on oublie à quel point l'Église protestante et catholique au Canada a été le bras armé de la police aux affaires indiennes et des juges pour traquer, enfermer plus de 150 000 enfants à peu près en un siècle, ont été massacrés dans leurs pensionnats, ont été violés, des viols collectifs, vendus à des réseaux pédophiles, ont été affamés, bien sûr, torturés, tués, assassinés. Et donc il y a là un scandale qui commence à peine à émerger, et ce n'est pas un acte individuel, accidentel d'un pervers au passage, c'est une entreprise collective, et que je crois inscrite dans la bon bref, allez, je m'emballe, là il faut que j'arrête, mais ce que je veux dire c'est que Herman, je le dis au passage, a été enlevé au sien et enfermé dans un pensionnat, donc il porte un nom chrétien. Eux deux vivent ensemble, en quelque sorte paria, parce qu'ils ne fréquentent pas les autres Amérindiens, ils vivent dans une cabane, ce qui les assimile un petit peu à la vie locale, n'est-ce pas? Cependant, ils ne fréquentent pas les Blancs non plus, mais ils sont seuls. Et donc, Casca, dans la cabane, attend le retour de Herman, qui est parti, en fait, à la fois vendre ses peaux et ramener des provisions. Bref, donc elle héberge Lorna del Rio et Jessie dans sa cabane, heureusement, parce qu'il s'est passé un acte assez criminel, enfin, dans la clairière, donc, où elles ont rencontré Casca. Il vaut mieux que, maintenant, elles disparaissent un peu de la circulation, quoi. Le temps que la nouvelle se répande au point de vue local, régional et peut-être national, on n'en sait rien, mais enfin bon, au fond de ces bois, il se passe toutes ces choses. Bon. Donc en attendant, elle les héberge. Et Casca, c'est un personnage qui émerge peu à peu, lui aussi, et dont la présence, l'influence, bascule complètement le rapport de la petite fille à sa mère. D'ailleurs, dès que Lorna est entre les mains, en quelque sorte,
de Casca. Même si elle a lancé de couteaux formidables, elle a quand même quelques expériences du cirque. Elle a passé quelques temps dans un cirque en artiste. Cependant, au contact de Casca, la puissance de Lorna del Rio faiblit, pâlit, et de manière tragique d'ailleurs, et la petite fille émerge à une autre relation, on pourrait dire maternante, protectrice tutélaire en tout cas, de la part de cette femme qui se révèle un puissant, elle est chamane, sans doute sorcière peut-être, elle a un corbeau, un esprit corbeau qui l'accompagne, un vrai corbeau qui est tout le temps là, d'ailleurs il pullule dans ce pays, et donc il est là le corbeau, et la relation qui s'établit désormais pour la petite fille bascule complètement dans autre chose, dans une altérité qui fait qu'elle, en effet, elle va devenir d'abord née de renard, et puis ensuite elle va devenir qui donne ses dents, et parce qu'elle donne toutes ses dents de lait à Casca pour lui fabriquer un dentier, vu qu'elle était dentée, et elle devient Nia. Alors, les identités avec l'onomastique comme ça, les noms, hein, les identités sont très fluctuantes, très floues, et ça ajoute à la poésie de ton texte. On a à un moment donné une page magnifique sur justement les identités non vraiment saisissables des Indiens. Et je pense que ce serait bien que tu nous lises ce passage. D'ailleurs, les Indiens eux-mêmes n'emportent pas un seul une fois pour toutes. Ils en changent au long de leur vie selon ce qu'ils font, qu'ils ont ou sont de particulier. Ainsi, à sa naissance, Casca était-elle si chauve qu'on l'appelait Chilical, qui signifie n'a pas de cheveux. Ils lui ont poussé ensuite en abondance, tel qu'on peut le voir à sa crinière. Plus tard, elle est devenue Naïn, qui veut dire qui est ailleurs, ou qui est parti, ou banni. Ce qui n'est pas pareil. Mystère. Maintenant, elle s'appelle Casca. Bien qu'elle refuse de traduire, je trouve que ce nom lui va comme un gant. Hermann a pris le nom chrétien d'Hermann quand les missionnaires anglicans qui voulaient lui donner une âme l'ont enlevé à son village près de Eagle et l'ont placé en internat à leur école de Carcross. Il l'a gardé jusqu'à ce jour, n'étant jamais retourné dans sa tribu pour que quelqu'un lui en rende un approprié à ses qualités. En tant qu'Hermann, il a appris l'écriture, la lecture, le dessin, l'arithmétique, l'anglais, dans la Bible et la mécanique. Nous attendons son retour. Oui, parce que la petite fille, elle rêve, elle a appris avec sa mère le plaisir de changer de nom, vu que sa mère en change tous les matins pour perdre les traces, n'est-ce pas et chaque fois, la petite fille doit changer de nom aussi. Elle rêve de s'appeler Heidi, elle trimballe avec elle des souvenirs de cinéma et de lectures enfantines, n'est-ce pas, inculquées par... C'est pourquoi s'appelait Daisy, Heidi ou Ginger, et elle, Leslie ou Lorna, m'est vite apparue comme sa bougeotte la meilleure astuce pour se tirer d'embarras. Elle a déjà pris goût à ça, à changer de pelure, et donc, une fois qu'elle est avec Casca, ça va se renouveler, mais là, c'est autre chose. C'est que ce qui est donné comme nom, et la question du nom, pour moi, est au centre du roman, c'est-à-dire celle des noms, de leurs noms de personnes, mais aussi le nom des lieux, le nom des lacs, des étangs, des rivières, des reliefs, des voies de circulation, etc., enfin de ce pays, du pays tout entier, ont été confisqués, raturés, je ne dirais pas de la carte, parce que la carte n'existait pas, mais la prédation blanche qui commence dès le XVIe siècle, hein, dans toutes ces zones-là, à travers les trappeurs, les chasseurs de bois, les coureurs de bois, et surtout les missionnaires et les militaires avec leurs fortins qui s'installent partout et qui peu à peu avancent vers l'ouest, ont totalement débaptisé. Et donc, non seulement c'est le vol d'une langue, mais le vol d'une âme, le vol des êtres, et ça participe au premier chef de leur destruction, évidemment, dont on sait qu'aujourd'hui, près de 90% ont disparu, et ce qu'il en reste est parqué dans des réserves. Je ne suis pas en train de faire là mon livre n'est pas ni comment dire, pour une militance ou pour un traité d'ethnologie, mais ça s'inscrit dans cette réalité-là, et donc cette puissance du langage de Casca qui apprend à la petite fille comment faire miroiter l'apparence des choses ou leur visibilité et leur invisibilité à travers la manière dont on les nomme. Ainsi, l'apparition de l'ours elle n'a pas vu un ours, c'est proprement une vision quand ce que l'on perçoit
est innommé. L'ours tel qu'il est représenté dans notre iconographie, bon, ou même si scientifique soit-elle, ne ressemble en rien à ce qui lui apparaît, c'est-à-dire le déplacement furtif, rapide, très rapide, d'une légèreté inouïe, en même temps d'une masse musculeuse, une espèce de paradoxe qui passe entre les arbres et qui a, comme si un buisson se déplaçait, et qui sitôt qu'il s'est donné à la visibilité, devient invisible. Et donc nommer ça, et même nommer l'ours, qu'elle apprend plus tard sous différentes formes, quand il est petit ou quand il est une femelle, ou quand rendu fou de faim, il se roule dans l'eau des torrents pour se faire une carapace de glace que balle ni fusil ne peut transpercer, terrifiant parce qu'il est invincible, et donc il est lui-même fou, donc dans un état très dangereux, et donc il porte un autre nom, il s'appelle Chatoine, enfin, etc. Donc, et j'ai eu à cœur d'aller chercher auprès de la source, c'est-à-dire des locuteurs que j'ai rencontrés, les vrais noms qui sont. Et là, je touche quelque chose du doigt, comme tu disais tout à l'heure, le pays. Comment le prononcer? En fait, nous n'avons accès qu'à la transcription phonétique en caractère romain d'une langue qui n'est qu'orale. Elle n'a pas d'écriture. Et donc, d'ailleurs, ceux qui veulent la transmettre aujourd'hui aux petits-enfants, aux petits descendants amérindiens, pour maintenir, comme pour le basque, je ne sais pas quoi, comme le breton, quand même, cette langue, de la maintenir, sont obligés de passer par là. Il y a des manuels, il y a des livres qu'on écrit. Mais en fait, c'est une trahison de cette langue qu'on ne peut qu'entendre, qui n'est chorale, qui n'est absolument pas fixée. Le créole. Voilà. Et qui est intraduisible. Parce que quand on dit ours, bien sûr que ours, nous, on n'a qu'un mot pour dire l'ours, donc tous ces mots différents. Mais même ce que j'ai mis en exergue du roman, qui est illisible, je vais vous le lire, mais c'est illisible. Ça ne, vous n'allez pas l'entendre. Hein? J'ai cru que c'était une chanson. Non, en fait, c'est un. Sahara. Non, vas-y, Tai, Cha, Dlei, Niga, Kwa, dur. Parce qu'il y a des trémas partout, mais ça, c'est des ponctuations suscrites ou souscrites de nos conventions à nous. On essaie de traduire, de transcrire au plus près phonétiquement ce qui se passe. En fait, cette formule, elle dit tout ce qui est dans le. Alors, le Kwa dur, c'est l'ensemble, ce sont les cycles mythologiques, comme les nôtres, enfin de toute civilisation, de cosmologie, ce sont des ensembles de récits d'une extraordinaire richesse qu'il est temps encore de collecter aujourd'hui peut-être, et on y arrivera peut-être pas, enfin bon, c'est très difficile, mais en tout cas qui raconte l'histoire du monde, qui donne des leçons d'existence à travers des histoires abracadabrantes, d'anthropes héroïques, d'animaux hommes, d'hommes animaux, de mastodontes qui ont disparu de la surface de la Terre, des grands lézards, je sais, qui ont été rapetissés ensuite par des héros de la mythologie, enfin, etc. Et des choses de dévoration, des choses aussi d'amour, enfin, bref, ça vaut les cycles arthuriens, ça vaut les cycles homériques, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc c'est un ensemble très important de ces récits, et c'est ce que dit la phrase, c'est que là-dedans, ce qu'il y a dedans est vrai. Mais vrai, c'est une notion occidentale aussi, la notion de vrai ou de mensonge, ou de fausseté, etc. Ça ne veut pas dire c'est vrai, je me le suis fait expliquer. Hein. Ça veut dire qu'il y a, en fait, et comme il n'y a pas de tu, il n'y a pas les mêmes pronoms ou possessifs que dans notre langue, en fait, ça s'adresse à celui à qui on dit cette phrase, ça veut dire que c'est lui qui détient la vérité qui est là-dedans. Il ne peut la trouver que seul s'il la déchiffre, et je ne vois pas de plus belle définition de la littérature, c'est-à-dire que chaque fois, tout lecteur invente, en lisant les romans, en lisant la littérature, invente sa propre vérité. J'entends ceux qui auront lu le livre de ne plus être le même quand il y est entré et il en est sorti. Donc c'est cette phrase-là qui est intraduisible, qui rejoint l'idée de ces noms variable, mais en effet qui désigne un monde tel qu'il n'est pas celui de nos représentations. Et comment le traduire dans un roman, sinon à travers ces procédures magiques de poésie, bien sûr qu'on appelle poésie, mais au sens où la poésie crée le monde, où le verbe crée le monde. Et donc c'est en essayant de faire passer dans le roman cette idée que la petite fille a accès, grâce à Casca,
à cette étrangeté du monde et à sa visibilité, invisibilité, disais-je, à sa réversibilité aussi, ce que lui apprend le petit totem fabriqué par Hermann, qui est un objet terrible, parce que sans qu'elle s'en doute, l'enfant, il est l'objet d'une tractation, elle l'a pris au piège en lui faisant un cadeau, et son arrivée, le plus magique pour elle, un porte-plume à loupe qu'elle a fauché au cours des aventures précédentes, bon. Mais en lui faisant ce cadeau pour l'amadouer, parce que le cadeau n'est pas gratuit, et elle a très peur de lui, et donc elle pense que si elle est culottée, elle va mieux l'impressionner que si elle est trouillarde. Alors, donc elle lui donne... Mais à ce moment-là, elle l'oblige. Le cadeau oblige, et lui est obligé, donc, et son obligé, et doit lui rendre l'appareil en lui fabriquant, ce qui n'est pas rien, ce petit totem de poche qui... minuscule, mais qui n'est pas très grand par rapport au totem, pas eux, hein, mais les Gwishin, les Tuchon ne font de totem, là, comme il y en a dans tous les musées de Vancouver ou de New York, vous les verrez, on les a, là aussi, on les a ramenés dans nos musées, on ne leur a pas laissé ceux des Haïda et tout, de la côte Pacifique, mais non, ils ne font pas de totem, mais ils lui en fait un, et dans lequel il y a une leçon emboîtés les uns dans les autres. Il y a le loup de Hermann, le corbeau de Casca, il y a elle, Renarde, il y a une grenouille ailée qui coiffe le tout, et qui est une espèce de famille, d'adoption, où ils la font, il lui dit tu es des nôtres, enfin tu es... Voilà. Mais si on renverse, le totem, il se métamorphose en figure terrifiante, enfin, du mouton, des animaux, des fauves de ces milieux. Et donc ce qu'elle apprend, c'est la réversibilité à volonté du monde. Ce qui lui permet, Nia, de survivre à ce qui lui est arrivé, de transformer l'épreuve terrifiante qui aurait pu l'être. Les gens du FBI et tout le monde le craint qu'elle soit ramenée au bout d'un an comme les enfants, enfin la prisonnière du désert, etc., qu'elle ait été traumatisée par son séjour chez les Indiens. En réalité, elle a appris une leçon fondamentale, une leçon d'existence qui lui permet de comprendre que si Casca la répudie, croit-elle, parce qu'elle l'a livré au FBI, enfin à celui qui est à Bud, qui était venu la chercher avec son hydravion au nom du FBI, etc. C'est un acte d'amour, c'est-à-dire que l'amour peut faire mal faire et faire bien, faire du bien et mal, et que la puissance de résolution, c'est nous qui la détenons, comme pour lire le Quadrille. C'est ça. Et c'est ça qui a fait d'elle ce qu'elle est, et qu'elle peut finir comme elle finit, et qu'elle peut être ce qu'elle est, et raconter l'histoire comme elle peut la raconter. Parce que rien ne nous dit que l'histoire s'est passée comme ça. C'est à 15 ans plus tard qu'elle vient la raconter à Bud. Et donc c'est pas la petite fille du tout qui raconte. Une petite fille pourrait pas, à 6 ans, n'a pas les distances ni de culture ni d'humour pour donner cohérence possible à quelque chose qui lui est arrivé, à un vécu, puisqu'on parle du vécu en littérature aujourd'hui, le vécu, bon, ça fait jamais une œuvre d'art, le vécu, ça fait jamais une œuvre de littérature, c'est-à-dire, s'il n'y a pas le langage, pour lui ordonner forme, enfin, pour lui ordonner sa forme, composer sa forme, hein, c'est une composition. Alors le langage, celui qui le maîtrise complètement, parce qu'il a fait son métier, parce qu'il est adulte, c'est Bud Cooper, le narrateur, qui va donc s'emparer de l'histoire et qui va nous l'offrir. Il est le narrateur, il est peut-être le personnage le plus important, on a parlé des femmes jusqu'à présent, mais il est très très important ce Bud Cooper, même s'il revendique son statut de second plan, hein, il dit: tandis que j'écris sous dictée, la voix de Jessie bruit à mon tympan, je parle sa langue comme si elle était la mienne. Il s'efface, il n'est qu'un truchement, il est le traducteur d'une histoire qui n'est pas la sienne, mais pourtant c'est lui qui fait tenir tout ça ensemble. Donc il est celui que Jessie rencontre 15 ans après sa fugue avec sa mère à bord du vieux pick-up. Elle va lui raconter à ce Bud Cooper son histoire un soir d'avril 1954. Jessie n'est là
que si, attablé au clavier de ma Remington portable, je tape sous ma lampe de bureau, lettre à lettre, ligne à ligne, ce qu'elle m'a raconté quand elle a débarqué chez moi un soir d'avril 1954. Jessie n'est là que si je suis derrière ma Remington et que je raconte son histoire. Ce personnage magnifique de petite fille devenue jeune fille n'existe que si il y a Bud. Et ce qui m'a frappé, Anne-Marie, c'est que tu as repris avec cette esthétique des récits enchâssés, des récits rapportés, une technique narrative qui était celle aussi de la source, parce que je crois que dans cet avant-dernier roman, il y avait aussi un personnage qui rapportait une histoire qu'elle n'avait pas vécue et qui consultait pour cela des témoins. Pourquoi tu tiens à déplacer comme ça le point de vue narratif pour créer quelle profondeur de champ, quelle émotion chez le lecteur, Ce qu'il fait, Bud, il tape lettre à lettre et mot à mot, je crois que c'est ce que tout écrivain fait sur son clavier. Lettre à lettre, mot à mot, phrase à phrase, se construit le roman. Et donc, il est le récitant. C'est un personnage d'écrivain. C'est un écrivain, il écrit ce livre, que Jessie ne lui a donné ni l'autorisation, ni ne lui a interdit d'écrire, puisqu'elle a disparu de sa vue, mais pas de sa vie. Mais en fait, il a commencé à écouter. Et j'entends que tout écrivain, pour moi aussi, s'écoute lui-même, entend cette voix chamane, cette voix intérieure qu'il suscite, bien sûr, dont il est le propre vecteur, hein, c'est lui, sa propre voix. Mais enfin, il faut se mettre à l'écoute quand même, et on le sait bien, se concentrer, être à l'abri du monde, pour arriver à entendre monter en soi le roman. Comment se construisent et les personnages, et les lieux, et les lumières, etc. Enfin, tout ça. Et donc, il a fallu d'abord commencer dans cette situation d'écoute, et c'est ce que fait Bud. Elle vient lui demander de l'écouter d'abord. Elle a des raisons de le faire, et lui a des raisons de tendre l'oreille, de prêter l'oreille, de la donner, parce qu'ils ont une histoire ensemble, enfin, cette histoire est ce qui les lie tous les deux, et pas pour rien. Mais prêter l'oreille, c'est déjà, et j'entends lire, écouter les histoires. Lire comme les écrire nous compromet. C'est-à-dire qu'on n'est pas indemne. On n'en sort pas indemne. On est impliqué. J'entends que tendre l'oreille aux histoires des autres, ou tendre l'oreille à la propre histoire qui est en train de monter en nous, c'est d'une certaine manière s'engager, être totalement engagé à ses risques et périls, c'est-à-dire de se faire mal, d'avoir mal, d'échouer, d'échouer, y compris dans la relation avec Jessie, c'est-à-dire tout ce qui est dans cette relation de langage, et celle que nous avons avec les mots, nous met à la fois dans l'état extrême de jouissance et de bonheur d'être plus vivant, d'être au monde, par les puissances du langage. Le monde n'existe pas sans ça. Et en même temps, qu'une souffrance peut en venir, la peur et la mort aussi peut en venir. C'est à la vie, à la mort, écrire, vivre, tout simplement. Et c'est ce que vit Bud. C'est très bien en littérature que au premier plan du film, s'il y avait un film, on verrait qu'il est noir. Or, on ne le voit pas tout de suite, sauf si quand je cite les bouquins qu'il a dans son mobil-homme, dans la banlieue pourrie dans Courage où il vit, il y a quelques livres, les premiers livres de Chester Himes, avant qu'il écrive ses polars, et de Dubois, et bon, il a quelques livres de la négritude, hein, voilà, mais ensuite ça apparaît petit à petit, mais eux deux sont des parias. Lui a son enfance à Ottawa, enfin, tout ce qu'il arrête, et pourquoi il est devenu l'instrument du FBI, justement, pour aller chez les Indiens, etc. C'est parce qu'il est noir, c'est parce qu'il a été un soldat noir, et puis bref, et elle aussi, c'est parce qu'elle a vécu chez les Indiens, supposément elle a passé quelque temps dans des cliniques psychiatriques de luxe en sortant de là, ensuite éduquée par Miss Plunkett et sa sœur qui sont des braves, des sœurs, les bonnes sœurs, de ces bien, pas des religieuses, mais si elles le sont, en même temps que féministes, hein, en même temps que féministes et folles de cinéma toutes les deux. Mais bon, elles élèvent Jessie pendant ces 15 années, et donc, mais elle est restée nia au fond d'elle-même, il y a un double d'elle-même, comme on dit abracadabra, pour s'en sortir parfois.
elle appelle en elle ce nom, avec lequel personne ne l'appelle plus bien sûr, mais qui est son existence intérieure très puissante et qui résiste à toutes les entreprises de démolition dont elle aurait pu la faire disparaître. Et donc ils sont eux deux des parias, eux deux à travers leurs conditions et ce qui leur est arrivé. Et c'est pour ça que la résonance de l'histoire de Jessie avec celle de Bud, et que quand il ouvre la porte, il sait très bien ce qu'elle vient chercher, et il sait très bien qu'il est engagé, qu'il est compromis, et qu'il faut écrire. Alors, et qu'il faut être écrivain. Et pour pouvoir ensuite lire cette histoire et leur relation te permet une profonde, très très profonde réflexion sur la lecture. Là, tu viens de parler de l'écriture, mais sur la lecture. Et il y a un passage crucial dans ton roman que j'aimerais bien que tu nous lises. Tu comprends Bud, c'est toujours la question que la petite Jessie pose à Bud, répète, tu comprends parce qu'elle lui raconte une histoire. Il faut qu'il comprenne pour pouvoir la raconter cette histoire. Il faut qu'il puisse l'entendre, il faut qu'il puisse la lire correctement cette histoire. Et je veux bien que tu nous lises ce qu'il y a entre les crochets. Cette question, Jessie la posait jusqu'à là. Parce que là, il y a une réflexion très très belle sur la lecture. Cette question, Jessie me l'a posée tout le temps. Une piqûre de rappel au cas où je ne l'aurais pas cru, où je ne l'aurais pas assez bien écouté, de crainte que mon attention ne flanche. De fait, son récit m'ensommeillait. Ou plutôt, il me mettait dans cet état engourdi d'entre veille et sommeil, celui-là même que procure la lecture où l'esprit s'évade en même temps qu'il s'absorbe en tensions variables. Entre révision rapide du déjà lu et supputation de la suite, il arrive alors qu'on manque quelque chose d'essentiel. On traverse, ou plutôt tel oiseau de mer rase la surface, on survole un paragraphe, une page, sans que faiblisse pour autant la vigilance seconde, et sans de comprendre ce dont tu n'étais pas toi-même certaine. Davantage qu'à moi, c'est à toi que tu adressais ta question. C'est un tel tourment de chercher ce que l'on était ou est devenu, d'écouter ce qu'on ignorait avoir à raconter, et c'est ainsi qu'existe le récit tel qu'en lui-même il se transforme, lettre à lettre, ligne à ligne, comme sur le clavier de ma Remington portable, je tape mot à mot ce dont je me souviens, et que tu disais, j'ai été heureuse à Leyde. Oui, la lecture, nous sommes des liseuses, des lecteurs, des lectrices, des lecteurs. Et le statut de ce narrateur est souvent très déceptif. Il le concède parce qu'il a l'impression que la petite Jessie, lui, il l'écoute, il sait l'écouter, il sait la lire, puisque voilà, nous tenons dans les mains aussi peut-être le livre que Bud a écrit pour nous, mais il est sans doute un petit peu frustré du peu d'attention qu'elle lui porte, parce que tu écris quelque chose d'important. La nature a une place, est un véritable personnage dans ton roman, et relativement à cette nature, tu écris au bord du lac Aichi, Jessie parle à l'eau, au roseau, au tremble et au bouleau, pas à moi. Elle s'adresse au paysage solitaire empli de présence, aux habitants de Dakei, au peuple de Kwandour et de ses cycles, transmis de bouche à oreille, par génération de 1000 fois 1000 ans, aux voyageurs qui arpentent l'espace des commencements sans toucher ces confins obscurs d'eau et de vent, de ciel et de terre, qu'elle prend à témoin de son mépris et de sa colère. Ce sont les éléments, c'est la terre, c'est le ciel, c'est l'eau, c'est le feu qu'elle prend à témoin, plus que Bud. Et lui, ça doit lui faire mal quand même. Il l'a ramené au bord du lac, et en effet, mais peut-être que c'est sa compréhension et son amour de Jessie, d'admettre qu'elle est en train d'entrer en relation avec un monde auquel elle lui donne accès à ce moment-là. C'est elle qui lui montre que c'est pas tellement lui en tant que personne, individu, être humain qui est là, mais c'est à l'ensemble auquel tout cela appartient, et cette puissance d'une intelligence du monde que manifestent les Amérindiens, et non pas pour faire une fois de plus de la nostalgie d'un âge d'or, de je ne sais quel paradis perdu dans lequel ils vivraient. Tout ça sont des représentations mièvres de l'Occident, du bon sauvage, etc. Ce n'étaient pas de gentils Indiens, comme le dit Jessie à un moment, hein. Mais en altruisme et grandeur d'âme et noblesse, ils auraient pu en démontrer aux Blancs. Les Blancs sont des cons, dit Cascade, qui répète ça. Mais c'est une personne qui a de la distance et de l'humour, Cascade. Ce que comprend tout de suite Bud quand il la rencontre. Il aurait bien aimé que sa mère en ait autant.
Sa mer Noire en est autant de distance. Et donc, ce que fait Jessie là, c'est qu'elle opère sous les yeux de Bud ce qu'elle a appris de Casca et de Herman, c'est que cette terre, ce territoire, ils ne parlent pas de nature, les Indiens, il n'y a pas de nature pour eux, surtout pas majusculée. Cette conception occidentale, là aussi qu'on a Emerson, Thoreau, enfin, etc. Et aujourd'hui, les contemporains, nos contemporains européens comme américains, de la wilderness, leur culte de la wilderness, dans laquelle allaient se requinquer un peu leur virilité en panne et leur mal de civiliser, n'est-ce pas, en 15 jours, mais on se rapatrie bien vite à sa base urbaine quand on a une foulure ou un mal de dents. Donc on connaît bien ce leurre et cette espèce de luxe de civiliser, n'est-ce pas, d'aller se replonger dans la nature comme si ça allait par opération. Bon, bref. Et donc, il ne s'agit pas de ça en effet. Il s'agit d'un milieu, et là peut-être que nous sommes en train de nous réveiller et d'y revenir avec la conscience qu'on vit dans un milieu dont on est totalement, on est au monde, hein, et que ce monde-là, nous en dépendons et totalement et de manière féroce, de manière pénible, parce que chasser, parce que survivre, parce que dans ce contexte, dans cette région du monde, il y en a d'autres, certes, et encore qu'elles sont, on le sait, l'Amazonie ou le reste, sont en ce moment en danger de destruction sauvage. C'est la sauvagerie du capitalisme. Hein. Il s'agit bien de ça, du capitalisme, qui est venu spolier ces terres pour en tirer profit, et aujourd'hui des ressources colossales de gaz fossile et de pétrole qui sont au nord de l'Alaska et qui traversent ces territoires-là, qui sont en train de réchauffer la planète, qui sont en train de, on le sait, enfin, qui traversent toute l'Amérique, que Trudeau est en train de donner l'autorisation à Trump d'y faire passer son pipeline, enfin, tout ça, ce sont les questions d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce monde qui, et c'est pas une espèce de niaiserie de primitif, d'une croyance enfantine, etc. Il s'agit de l'élaboration d'une philosophie du monde, d'une véritable philosophie, et en effet, ce monde, le père Gélisol, hein, qui n'a pas gelé, il est en train de dégeler, mais il n'a pas dégelé depuis l'âge de glace, contient en mémoire une espèce d'archive du monde, c'est-à-dire à la fois, qui émergeait d'ailleurs pour les prospecteurs qui creusaient un peu, ils trouvaient tout de suite des défenses de mammouths laineux, ou des crânes, enfin oui, il y en a partout dans les musées ou accrochés au mur des cabanes, hein, en dehors des bois, des lands ou autres, mais là-dedans il y a aussi les minéraux les plus anciens, les plus primitifs de la planète, des gaz évidemment enfermés, dont certains dangereux métallifères comme le mercure et tout le reste, et il y a, dit Casca, les bulles d'air enfermées, d'air que respiraient les grands lézards, etc., et peut-être la parole des anciens, comme chez Rabelais, oui, les mots gelés, les mots gelés qui sont dans le sol, enfermés dans la glace. Et donc, c'est cette vision-là qu'elle a Jessie à ce moment-là, quand elle dit sa colère, etc., et en même temps son émotion de revenir là où elle était enfant, c'est à ça qu'elle s'adresse. Donc Bud est simplement celui qui écoute et le récitant, mais il entend ça. Il entend puisqu'il écrit. Alors il y a un autre personnage masculin, c'est Herman, qui semble avec beaucoup de malice et d'intelligence suturer les deux mondes justement. Est-ce que tu pourrais nous parler de Herman et de sa fameuse cabane? Parce que là je crois qu'on a un symbole fort du roman. Là, il a une cabane, oui, ce qui est il est assimilé, hein, Herman, à demi assimilé, mais il est en train de revenir, à travers le roman, il revient vers les siens, et reconquérir son nom. Alors, il y a une cabane, en effet. Où c'est que je commence? Là, au centre de sa carte ordonnée, sans rapport avec la... Ah oui, parce que la mère, elle a une carte folle. Oui, la carte, elle est là. Celle-là, elle n'est pas folle, hein. C'est moi qui l'ai dessinée, elle n'est pas folle du tout. Oui. Anne-Marie a fait pour qu'on s'y repère un peu, il n'y a de localités qui sont indiquées que celles qui sont dans le roman. Cela dit, ce sont des localités, vous savez, où vivent 10 personnes. Hein. C'est un endroit où il y a il y a 30 000 habitants dans quelque chose qui est presque aussi grand que la France, vous avez qu'à voir, dont 25 000 à Whitehorse aujourd'hui, la capitale. Bon. Donc, et les cartes folles, c'était des cartes que vendaient des escrocs aux explorateurs et aux aventuriers de ceux qui allaient dans ces pays qui n'étaient évidemment pas cartographiés. Des cartes folles, j'en ai vu une collection magnifique du fin 19e et début 20e, enfin depuis 1880 à 1914, enfin, voilà,
qui étaient des torchons, enfin qui étaient des pures inventions évidemment, qui étaient des cartes imaginaires de pays qui n'existent pas, qui n'existaient pas. Pourtant, certains sont arrivés, peut-être pas là où la carte indiquait, mais ils sont arrivés quelque part. Ils ont trouvé une mine Rabbit Creek ou Bonanza Creek ou Hunter Creek, qu'ils ont baptisé aussitôt, ils ont trouvé de l'or. Mais enfin, ces cartes étaient bien le plus souvent les amener à la mort. Hein. Bon, et donc elle a une carte folle qui lui a été envoyée autrefois dans la source. Bref, cette carte la guide, croit-elle. Donc, au centre de sa carte ordonnée, sans rapport avec la feuille scribouillée de ma mère, je situe désormais la cabane d'Hermann, la plus intelligente de toutes les cabanes, judicieusement juchée, à l'abri des catastrophes en surplomb du lac, offrant à l'entour l'essentiel de la subsistance, les ressources d'existence, ses murs et son toit contre les bêtes et les éléments méchants, tels qu'en rêvent les enfants. Avec ses rondins confondus aux couleurs de la forêt et son retirement de lisière, tapis sous sa pelisse de buissons et de fougères, elle est quasi invisible de tout lieu alors que du petit tertre où elle est bâtie, elle domine le pré ou cascade de notre ruisseau, caché dans ses herbes, ses bruyères et ses engolies, le vaste lac cerné de marées, nos berges proches envahies de roseaux, nos petites grèves de cailloux. La vue embrasse l'entier paysage, si bien que quiconque sortant de n'importe où est à découvert quand nous, depuis la cabane, contrôlons l'ensemble du lopin, la forêt clairsemée, les monts de Ruby Range, jusqu'au lac Luan, la course lente de la lune après le soleil, des nuages après le vent. Alors c'est là que vont se pointer les voisins, à cheval. Ça c'est une scène de western. Je me suis tellement amusée à l'écrire. Ah, oui, le western, c'est voisins qui se pratiquent. C'est un genre c'est un genre viril, pense-t-on. Bah oui, et pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi tu as choisi cette cartographie-là, ce territoire-là? Qu'est-ce qui te séduit dans... Parce que ce sont les hommes qui ont fabriqué la légende du Far West, les grands réalisateurs, etc., les grands créateurs, artistes américains. C'est une mythologie, bien sûr. Oui. Et ce sont la plupart des mythologie. Et qui ont pour personnel habituel, et parmi des grands acteurs qui nous ont fait rêver, de John Wayne à Gary Cooper, etc. Donc tout ça, c'est une construction masculine, enfin virile, disons, et d'une héroïsation d'actes qui en réalité sont des véritables crimes hein, de la conquête, tout simplement de la conquête, de la prédation d'un monde, de territoire, enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais bref. Et donc, le pendant, la contrepartie d'y mettre ces femmes et ce qui leur arrive, et surtout ce qui arrive à Jessie, n'est-ce pas, pour moi c'était une manière de redresser le western, de le féminiser sans doute, mais d'en donner de lui donner une autre langue. Bon, mais en même temps, je m'amuse de temps en temps. J'espère que le lecteur s'amuse aussi, qu'il reconnaît ces scènes à faire, enfin je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a des tueurs à gages lancés dans la neige derrière eux qui sont obligés de fuir. Tout ça est très tragique. Hein. Les voisins qui débarquent là pour venir voir ce qui se passe à la cabane de Hermann et qui est caché, voilà, ce sont des blancs du Nord. Ils arrivent avec leurs chevaux, là ils marchent de travers parce que c'est des codes quand même établis, on le voit dans tous les westerns, qu'on ne s'avance pas en terrain découvert sans se montrer assez longtemps à l'avance pour que celui qui vous voit venir, sache si vous êtes hostile ou non et qu'est-ce qui se règle en silence et dans les écarts négociés de l'approche de l'autre. Hein. L'autre est quelqu'un d'aussi dangereux à approcher, sinon plus. L'homme est le plus cruel des animaux. Parmi tout le reste des menaces de la forêt. Et donc c'est cette scène-là aussi qui est une scène de western, où ils passent d'ailleurs pour des imbéciles, parce que Casca et Hermann sont nettement... Moi j'en ai rencontré de ces gens là-bas. Je croyais que c'était une légende. Les frères Jacot, là, qui sont là dans le roman, et qui ont colonisé tout le lac Luan, ils y sont toujours, hein, leurs descendants, hein, ils y sont toujours. Moi j'ai couché chez eux. Ils font maintenant l'arrière-petite-fille, elle fait du bed and breakfast, dans un endroit complètement paumé, il faut savoir où il est pour y aller, c'est-à-dire à Silver City, parmi les cabanes en ruine de ce camp des prospecteurs. Là, il existe toujours Silver City. Il y a une vingtaine de cabanes dans les bois complètement enchevêtrées, en ruine, à moitié effondrées, des cabanes à élevage de renards, enfin, etc. Il y a le site qui a été créé en 1999-1900 jusqu'en 1904. Après, ils sont barrés parce qu'il n'y avait pas assez d'or, il y avait de l'argent, et surtout, il n'y avait que du cuivre.
dont les Indiens font grand cas, c'est un métal solide pour les armes, pour les bijoux, etc. Alors que l'or, c'est mou comme tout, ça sert à rien du tout. Bon, quels imbéciles ces Indiens, n'est-ce pas? Et bon, bref, ils sont restés là, les Jacos. J'en ai vu des Jacos. Et à Burwash Landing, de l'autre côté, vous avez leur pourvoirie, et vous avez colonisé tout l'espace pour louer à des riches chasseurs dans les années 1900-1920. Et j'ai téléchargé un livre écrit par un Suisse, père et fils. Les trois, ils sont partis faire une grande chasse avec les Jacos en 1923. Il y a un livre qui a été publié à Genève qui raconte en fait des massacres. Hein. Il laisse les cadavres, c'est une hérésie. Enfin, il ne ramène que les têtes, bien sûr, les trophées. Hein. Et les Indiens se servent à ramasser à porter les têtes, et puis on laisse les cadavres pourrir sur place. Ça, c'est un... Alors, bon. Je voudrais terminer avec une dernière question qui convoque l'idée de mort aussi. Je voudrais qu'on parle des parents de Jessie. Le père, tout au début du roman, va mourir noyé, et souvent en rêve, il lui apparaît un peu comme Poséidon, couvert d'algues et sortant des eaux. Et la maman de Jessie meurt à la fin du roman, et elle va être brûlée. Cette crémation est celle qu'organisent les Indiens. Pourquoi ce diptyque mortuaire d'eau et de feu qui prend en tenaille, enfin les deux volets prennent en tenaille la petite fille au milieu? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Moi, c'est comme ça qu'ils appartiennent un peu à ce monde, que les morts, la mort un peu sordide du mania du cinéma, assassiné sur la plage de Santa Monica à la fin de l'anniversaire de Jessie, ou à l'aube de l'anniversaire de Jessie par les mafieux, par les Rital, hein, qui la retrouvent. Enfin, bon, bref, ses camarades d'escroquerie. Et donc, et Lorna elle-même, cette flamboyante, intrépide pin-up là qui fonce devant, qui fait courir d'ailleurs aussi à la petite fille des périls, elle est complètement timbrée, hein, Lorna, je pense. Et donc, cette mort noble, quand elle hérite... On brûle sa trousse de maquillage. Ah oui. Et y compris tous ces secrets et toutes ces photos qui arrivaient de si loin, et tout le reste, et tous les papiers promettant qu'elle trimballait, parce que là, quand elle dit tout le temps à sa fille, mon cher trésor, que mon cher trésor, c'est ça qu'elle a appris aussi de Jessie, et qui permet de la résilience, on dit, que ce mensonge peut être une vérité. C'est vrai qu'elle valait de l'argent, la petite fille, mais elle l'a emportée en otage. Mais en même temps, peut-être a-t-elle été vraiment le cher trésor de cette allumée, de cette folle. Peut-être était-elle vraiment son cher trésor. Je pense, oui. N'est-ce pas, hein? C'est là le passage où justement on brûle, tu peux dire c'est un peu long, où tu veux, voir tout ce qu'on va brûler avec elle. Mais auparavant, juste avant la crémation, en sus des cadeaux, parce que c'est une cérémonie de potelage évidemment, auquel elle a eu droit, parce que reconnue comme indienne par l'entremise, c'est une question de politique. Ce sont des politiques. La manière dont se négocie l'arrivée de Herman Casca avec leur escorte, y compris le petit Luc, qui lui est un Indien, un petit Indien. Quand ils arrivent chez Putschon, ils ne sont absolument pas accueillis à bras ouverts. Et donc, il y a toute une négociation qui est une affaire de politique et de philosophie et de morale, d'arriver à savoir qui ils sont et d'où ils viennent, savoir qui ils sont et pourquoi faire et comment on va traiter le cadavre. Quel traitement accorder au cadavre? On ne peut le lui accorder que si elle est brûlée de blanche, vous vous rendez compte? Brûlée de blanche. Alors, quand même, à la suite de toutes sortes de... Il se passe qu'on va quand même... je remonterai un petit peu là. Ah oui, remonte. Oui, allez, les obsèques de Lorna. Car vois-tu le merveilleux est qu'une fois dûment apprêté, le défunt est incinéré parce qu'elles l'ont peinte, elles l'ont coiffé, elles l'ont... enfin, etc. Assises en rond autour de ma mère, elles ont fumé des pipes en sa compagnie, elle qui manquait de cigarettes a dû humer ses dernières bouffées de tabac. Puis ce sont chants lamentants, mélopées, cris aigus et tambours crécelles, commentaires nourris sur la vie du défunt, je ne sais ce qu'ils ont bien pu trouver pour louanger la sienne. Ça aurait pris des lunes de leur raconter son histoire d'Anaïs Ardenne en son jardin de France, ses tribulations, sa bravoure et son grain indubitable, son esprit d'invention inépuisable, ses prétendants d'Indochine française ou de Russie soviétique, ses talents d'artiste de cirque, ses ruses de flibustière, ses faits d'armes et ses exploits, qui tout considérés valaient bien ceux du plus valeureux guerrier, du plus courageux chasseur de grizzly.
En tout cas, elles ont bien chanté. Quoique lugubre, me ravissait que mon oreille pas ait droit à ces beaux cantiques. Puis ils ont sorti 5 magnifiques poupées par l'arrière de la cahute des Glinguet, qui avait bien rempli son office de dernier logis, l'ont transporté au bûcher sur un pilori et y ont mis le feu. Mais auparavant, juste avant la crémation, en sus des cadeaux, ils ont entassé sur elle ces objets personnels pour qu'ils l'accompagnent au royaume des morts, afin qu'elle ne s'y sente pas trop seule. À savoir, tout ce qu'elle portait d'effets de voyage, parmi lesquels sont les tolles de vison, la plus riche parure qu'elle posséda, sa chemise à carreaux avec sa poche de poitrine, la carte folle de Jacques, dûment chiffonnée, mais encore son colt et le 54, son beau fusil d'aventurière, qui n'avait tiré pow qu'une seule fois à vide. Cet objet ne lui appartenait pas vraiment, attendu qu'Archie la lui fourni à crédit, mais on n'allait pas chipoter pour si peu. Certes, des armes de ce prix pouvaient les tenter, mais en tant qu'attribut du défunt, nul ne le serait arrogé sans enfreindre le rituel, et surtout, comme Hermann savait que fusil au fusil on connaît l'homme, le garder présentait trop de risques. Enfin, ils n'ont pas négligé, quasi son seul bagage, dans notre fuite, son inséparable, inestimable sacoche, dont les flancs pensus contenaient qui d'autre que moi le savait, ses cartes incomplètes du Yukon et de l'Alaska, ses petits calculs à zéro astronomique et sa panoplie de cartes d'identité chouravées, l'acte de sa présumée naissance au Klondike et les photos de sa folle vie hollywoodienne, le photomaton canaille, les vieilles sépias près du puits et sa nounou infernale, et même campé devant sa cabane, le trappeur à l'oreille déchirée, ça on n'en saura jamais ce qu'il en est, étant donné que caché sous le bonnet, tout est parti en fumée, y compris sa trousse à maquillage, y compris son gilet acheté au magasin Sheldon. Si fait. Ce qui est merveilleux. Parce que dans le gilet, il y a cousu une fortune. Oui. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça n'est pas triste du tout. Il est question de la mort quand même, de cette magnifique héroïne, de cette crémation, et on a envie de sourire. Parce que Jessie peut en sourire. Jessie peut en sourire, nous en sourions avec elle et avec ce que rapporte Bud, parce qu'elle peut, au bout de ces 15 années, raconter la mort de sa mère, qu'en fait elle a vécu, comme le crime dans la clairière, dans une totale tétanisation, comme peut l'être alors pour le coup une enfant de 6 ans, dépassée par ce qu'elle doit avoir cru voir, n'a pas compris, et sur le moment où sa mère est morte, quand elle meurt, donc réellement, elle n'en pense rien, n'en ressent rien, elle voit simplement qu'elle est morte et gelée, couchée sur le dos du cheval, et c'est seulement à retard qu'elle éprouve l'épouvante de cette perte, de cette qui ne l'appellera plus jamais mon cher trésor, n'est-ce pas? Et même qu'il ne lui arrachera plus les cheveux en arrachant sa crinière. Parce qu'elle a un air de Shirley Temple, hein, Jessie. Elle est rousse, elle a des bouclettes, et d'ailleurs elle a des sourires de starlet avec ses fossettes et ses dents de lait. Elle sait très bien faire fonctionner tout ça pour séduire les rencontres de passage au début du mois, à l'instar de sa mère. Bon, mais cette petite fille, donc, a vécu des choses absolument terrifiantes, très traumatisantes, hein. Et en même temps, elle peut les raconter de cette manière-là, et avec cette distance à la fois tendre et humoristique, parce que 15 ans plus tard, quand elle revient voir Bud, elle a assimilé, elle a intériorisé, intégré, incorporé tout ce qui lui est arrivé, et qu'ainsi, mettre à distance les terreurs de la vie, les souffrances, les douleurs, enfin, etc., les deuils et tout le reste, y compris peut-être les joies aussi, qui s'atténuent en nous, j'entends, qui peuvent être revécues, repensées, justement parce qu'en nous, elles se sont, ce qui était indépassable et peut-être mortel de les vivre à un certain moment donné, peuvent à nouveau nous revisiter parce que, voilà, et donc Jessie peut raconter comme ça la mort de sa mère, peut même raconter la mort de son père en méduse, en grosse méduse échouée sur la plage, avec son gros ventre, et enfin, dans ses rêves, ce Poséidon drapé, avec sa toge drapée d'algues, etc., et surgir, d'ailleurs ce rêve s'atténue, il ne vient plus que de temps en temps. C'est seulement quand le papa parce qu'il y a aussi l'allusion à Little Orphan Annie, la petite Annie l'orpheline, qui est une bande dessinée très célèbre de l'entre-deux-guerres, que j'ai lu moi encore petite fille dans Mickey, les histoires de l'orpheline, la petite Annie, c'est pas toi, t'es une autre génération que moi, mais donc elle avait aussi un chien, la petite Annie, elle se sortait de toutes les affaires, de tous les escrocs, les malfrats, etc. Et elle survivait à tout, inoxydable. Et donc, cette identification aussi lui permet de traverser tout ce qu'elle traverse, bon, y compris les années avec les sœurs Plunkett à San Francisco, et puis la guerre, le bombardement de Hawaï, etc. Enfin, voilà. Alors, Anne-Marie, je pense que tes lecteurs ont des questions pour toi.
Donc n'hésitez pas. Si vous avez lu, mais si vous n'avez pas encore lu. Même sur... Moi, j'ai pas une question, mais j'ai un témoignage. C'est un peu comme à la radio, parce que c'est une question. J'ai un témoignage. Je trouve, enfin, ce qui me marque dans ton écriture, Anne-Marie, et dans ce texte en particulier, mais dans d'autres livres, c'est quelque chose qui est très singulier, il me semble, dans la littérature française contemporaine, c'est le lien qui existe, le joint qui est fait entre une langue qui est à la fois somptueuse, parfois très truculente, et une espèce de confiance, c'est comme ça en tout cas que moi je lis, une confiance dans la fiction. En le lisant, particulièrement celui-ci, je pensais à Stevenson, tu sais, quand il parle que les écrivains devraient répondre à notre appétit de coïncidence. Et qu'en fait, c'est ça la fiction, tu vois. Et donc, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, me semble-t-il, et ce plaisir, en fait, que chacun de nous vit, en fait, quand on nous raconte une histoire, que ce soit quand on est tout petit ou quand on est adulte. Je veux dire, ce plaisir-là, et puis cette voracité qu'on a à lire un texte, donc c'est un vrai plaisir de lectrice. Donc je pense à Stevenson parce qu'en fait, il avait écrit à un moment donné, il avait dit, mais l'aventure, c'est pas la matière du récit, c'est la forme du récit. Et quand je te dis, je pense à ça, c'est qu'en fait, évidemment, c'est un western, il y a plein d'aventures, plein de pérégrinations, des personnages hauts en couleur, mais au fond, tu es dans la forme même de ce texte, c'est une forme aventureuse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était juste mon témoignage. Merci Véronique. Moi, je veux rajouter à Stevenson, c'est magnifique d'avoir des lectrices comme ça, qui sont des écrivains, mais on peut lire sans être écrivain, vous savez. Hein, vraiment, vraiment. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est des lectures d'écrivains, là, ça me... j'ajouterais à Stevenson, Giono, qui dit, c'est dans Noé, je crois, qu'il écrit à l'aventure de la phrase. Ce qui est tout sauf n'importe quoi, ce qui me vient dans la tête au fil de la plume sur un coin de table. C'est tout le contraire ce qu'il dit. L'aventure de la phrase, c'est ce qu'il y a d'aventureux dans la combinaison des mots qui vont se présenter, qui vont trouver l'écrivain plutôt que l'écrivain ne les trouve, et qui vont le conduire à son insu, et même à ses risques et périls, vers des aventures. Alors, de récits c'est ce que tu observais à travers le langage des Indiens, c'est l'expérience que tu faisais de ton langage de romancière en réfléchissant. Tu nous as dit des choses magnifiques tout à l'heure sur ce langage qui ne se fixe pas à l'écrit, mais qui se parle essentiellement, et qui a double détente, qui est plein de chatoiements, qui a double face. Et c'est cette aventure-là du langage, aventure qui est la tienne en tant que créatrice, que tu scrutais à travers ta réflexion sur ce langage si typique, si spécifique de la langue des Indiens, qui est peut-être une leçon de littérature pour nous autres écrivains. Parce qu'elle nous rappelle d'où vient de manière immémoriale toute littérature, c'est-à-dire de la tradition de voix VOIE, orale, par laquelle se sont transmises à la fois l'intelligence des peuples et le secret et la puissance de l'esprit humain, comme l'animal. Nous sommes des animaux qui nous racontons des histoires, oui en effet, et c'est pour ça aussi de ma foi dans la fiction, dans le conte. Le conte, je suis heureuse de la couverture de ce livre d'ailleurs, parce qu'il a tout d'une couverture de conte. Il n'est pas une photographie, il n'a pas la force analogique des images de cinéma ou de photographie. C'est de l'art, c'est de la peinture, c'est du collage, c'est de la couleur, ce sont des... voilà, etc. Et la petite fille n'illustre absolument pas celle du récit, qui n'a pas les cheveux comme ça, qui s'est jamais couché sur un renne, enfin... Bref, c'est pas une illustration, c'est une suggestion, et le conte m'apparaît comme une de ces formes archaïques, mais pérennes, n'est-ce pas, qu'on a trop versé, les pédagogistes du 19e siècle, etc., l'ont trop versé à la lecture enfantine. Il n'y a rien de moins infantile, enfantin que le conte, qui est totalement adulte, comme les peintures rupestres. Je ne sais pas où on sait aujourd'hui que entre je sais pas, peu importe, enfin Picasso ou Bacon, je ne sais pas, et les peintres des parois de la caverne ont même dignité, même grandeur et même puissance d'art. Il n'y a pas de progrès, et donc le conte, ça n'est pas une forme de récit primitive qui vaudrait
donc qui serait versé aux enfants, venant du peuple et véhiculé par les femmes, versé aux enfants, n'est-ce pas, 3 engences débiles, souvent 2 fois réunis, n'est-ce pas, peuple, enfant et femme, caquetantes comme les oies. Et on sait bien que les contes de ma mère Loi ne sont pas de loi, mais de l'œil, de l'oreille, de l'ouïe. Hein, mais les contes de ma mère Louis, de ma mère l'écoute, de ma mère, de tout le pavillon magnifique, merveilleux que nous avons, avec toutes ces vibrations de l'oreille profonde, de la cochlée, de ces labyrinthes profonds et qui correspondent directement avec le cerveau et toutes nos répercussions sensorielles, sensibles, etc. C'est ça l'oreille. Donc les contes de la mère Loi, ils sont là. Comment nous déversons à l'oreille des enfants, du nouveau qui arrive au monde, la nouvelle, majuscule, hein, la nouvelle, mais il n'y a pas que les annonciations qui se passent par l'oreille, il y a cette annonciation-là aussi, que c'est par la langue, la littérature, hein, que nous sommes humains, et que c'est l'annonce que nous faisons aux petits-enfants, à qui nous prenons le temps de raconter des histoires. Hein? Nous sommes toujours cela, oui. Merci Véronique, parce que, et puis merci Cécile, parce que c'est ça quand même qui nous occupe. Sinon, il n'y a pas de littérature. Si vous avez encore des questions, on peut continuer de toute façon. Peut-être, moi je me demandais, vous nous avez dit que vous étiez allé au Canada, dans ces régions. Est-ce que vous y êtes allé après avoir écrit ou avant pour pouvoir écrire ce livre? En réalité, j'y suis allée après avoir écrit La Source. Oui. Par licence romanesque, je m'étais autorisée, on peut toujours le faire, oui. Hein, inventer des temps qu'on n'a pas vécu, des lieux où on n'est jamais allé. Et j'avais baptisé un de mes personnages d'un nom un peu exotique, je l'avais coloré d'indianité en l'appelant Onayepa dans un acte de paternité. Et pour ça, j'étais quand même allée à l'époque vérifier un petit peu, j'étais tombée veine sur un site canadien de linguistes, etc. Et la traduction, c'était Princesse de l'hiver, dedans. C'était génial ce nom, qui était participé du conte que racontait la nourrice à cette petite fille orpheline. Il fallait la consoler, elle était la fille d'un roi indien, blablabla. Bon. Et je devais avoir un scrupule quelque part. Voilà, quand j'ai posé la question à une vieille dame, Gouichine, aussi vieille que Loti sans doute, nonagénaire, peut-être qu'elle est morte maintenant. Qu'est-ce que ça voulait dire, on n'aillait pas? Je ne sais pas. Ça veut dire, je dis, on avait une interlocutrice, enfin une interprète, hein, parce qu'elle affectait de ne pas parler anglais, français n'en parle pas, mais il y a quand même 30% de francophones au Yukon. Et donc il y avait une interprète, alors, et je lui dis, ça veut dire princesse de l'hiver. Alors, je sais ce que je fais dire à Casca dans le roman. C'est quoi princesse? Je pense qu'elle faisait l'âne pour avoir du son. Je dis c'est la fille du roi. Roi n'existe pas. Et noblesse existe chez les Amérindiens, mais pas roi au sens occidental de prince de sang qui possède des terres dont il porte le nom, enfin, etc. On est noble, mais on peut perdre cette noblesse. La reconquérir, c'est le nom, c'est la fameuse question du nom. Dans ce qu'on est, ce qu'on fait. Voilà. Et donc là, j'ai eu une leçon d'humilité, et même j'ai été assez mortifiée d'avoir usé d'une manière aussi légère, avec ma légèreté d'écrivain européen, française, dans mon petit coin de parisien, avec mon clavier, de taper avec autant de légèreté, on n'allait pas. Plus hiver, c'est pas une qualité d'humain. On me l'a fait savoir qu'on n'appellerait pas quelqu'un princesse de l'hiver ou fille de l'hiver, parce qu'hiver, d'abord il y a 7 mots pour le dire, de même que pour la neige, enfin, etc. Et qu'on n'appellerait pas quelqu'un comme ça, parce que c'est pas une qualité d'humain, hiver. On nomme les gens avec des qualités d'humain. Hein. Quelquefois emprunté à l'animalité générale, dont on est non seulement les cousins, les parents, mais avec qui on peut interchanger les âmes, hein, dont l'âme peut nous occuper. Nous savons bien que nous sommes loups et renards et La Fontaine et les grands fabulistes. On monte un peu très loin à Ésope, tout ce que vous voulez, nous ont bien appris que nous sommes tous les animaux à la fois. Notre animalité, elle est partout, elle est là. Et donc, on n'appelle pas quelqu'un princesse de l'hiver, ça n'existe pas. C'est ce que dit Casca à Lorna del Rio. Mais ça, cette réalité, je me suis cogné le nez dessus. Et c'est peut-être à cause de ça que j'ai écrit le livre. Je ne dis pas pour réparer, mais d'une certaine manière, rendre à cette langue et à cette... et les noms, je peux vous dire là maintenant que les noms Gouichine ou Tuchon, qui sont en italique dans mon livre, j'en ai pas mis trop pour pas embêter le lecteur quand même, pour pas exagérer, on peut pas plomber les livres avec ça, mais quand même, les quelques mots que j'ai mis, c'est la traduction en alphabet
de manière phonétique en alphabet romain des noms réels qu'utilisent les Gwich'in et les Tutchon. Voilà. C'est des Indiens qui sont juste au-dessus des Inuits, hein, les Gwich'in, et en dessous il y a les Tutchon. Mais c'est les mêmes peuples qu'on va retrouver en Sibérie aussi. Vous voyez ? Eux, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore eu la frontière qu'a tracée Ogilvy, l'arpenteur d'État, qui, après une maintes négociations, a tracé la frontière qui n'avait jamais été faite depuis 1856, que les États-Unis achètent l'Alaska pour peanuts aux Indiens, aux Russes, n'est-ce pas? Et il a fallu, à un moment donné, il y avait tellement de bisbilles entre les deux pays, qu'il a fallu faire la frontière. Chaque entrée, comme ça, vous avez qu'à voir, au 125e amérindien, la frontière, elle passe tout droit au mépris des peuples, des langues, des cultures, des rivières, des reliefs, chaque, comme on a fait, un petit peu, à peine un peu plus tard, en Syrie, dans tout le Moyen-Orient, en Afrique noire, d'ailleurs, vous avez qu'à voir la forme des frontières, n'est-ce pas? Les belles parts de gâteau que se sont taillés les impérialistes occidentaux. Voilà. C'est ça la carte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, pourquoi j'ai écrit ce livre. J'invente un peu, hein, c'est une fiction que j'invente après coup en me disant, au fond, peut-être que c'est pour ça que je l'ai écrit ce livre. Mais c'est pour tellement d'autres raisons, comme tu disais, ce que à l'aventure de la phrase, ou par ces merveilleuses coïncidences du récit, on fait naître d'un monde, et j'avais autant que cette petite réparation est modeste, à toute petite échelle vis-à-vis de ces gens, hein, aussi d'avoir inventé tous ces personnages, tous ces gens, tout ce monde, ces aventures, et voilà. Et oui, pour la fiction, Véronique, parce qu'elle est tellement... J'ai vu qu'il y a eu dans Le Monde, il y a 2-3 jours, un petit texte, un article de journal qui avait été signé par des jeunes gens et jeunes femmes peut-être plus jeunes que vous encore, de la jeune génération, je ne sais pas, et qui disait assez de l'autofiction et de l'exofiction, la puissance du roman. Je ne sais pas si vous l'avez lu il y a 2-3 jours dans Le Monde, vous n'avez pas lu cet article? Ah, je me suis dit, il se réveille, tiens, il y en a une dizaine là, ces petits jeunes, bah, tant mieux s'ils revendiquent. Le roman n'est pas mort, non. Le roman c'est ça, hein. Le roman c'est le réceptacle de la fiction. On sait bien que ça peut venir d'une expérience vécue et tout ce qu'on veut, enfin, etc. Mais enfin, ce sont les déguisements, le maquis dans lequel avance masqué l'expérience de nos vies. J'y suis tout entière là-dedans. C'est mon autobiographie qui est là-dedans, bien évidemment. Je ne veux pas faire Emma Bovary, mais comment dire, aucun écrivain n'est absent quand il construit une fiction comme si c'était un amusement ou une espèce de frivolité en marge de sa vie, comme ça, pour passer le temps et l'agrémenter ou je ne sais pas quoi. Hein. Non, on est entier dans nos livres. C'est ça qui à nu, c'est à cru. l'entrelacement avec l'invention. C'est ça qui est assez magnifique. Tu vois, c'est quand tu étais dans chacune de tes personnages, de ces femmes extraordinaires, et en même temps, évidemment, tu disais que tu avais fait un plaisir extraordinaire à raconter la scène très western du livre. Donc, en effet, il y a ce mélange-là qui est quelque chose de... J'ai attrapé tout ce qui est au fond de nous et tout ce que nous avons traversé et vécu et vu et lu et entendu et éprouvé et échangé avec les êtres de nos vies et toutes les lectures que nous avons faites, enfin, etc. La fin, qu'est-ce que je veux dire? C'est une allusion, évidemment, je ne vais pas me mettre en note en bas de page, à la fin de L'homme qui rétrécit, ce grand film de Jack Arnold qui raconte l'histoire fantastique, mais c'est le jour d'une explosion atomique dans un atoll du Pacifique. Ou un mec qui se promène avec sa femme dans un bateau et sous le nuage qui passe, qui s'arrête, mais lui il est atteint, il se met à rétrécir. Et donc c'est une histoire fantastique extraordinaire, parce que dans la maison il devient de plus en plus petit, le chat évidemment de plus énorme, et évidemment il tombe dans la cave, il se bat avec une araignée, avec une aiguille à coudre, enfin, etc. Et il continue à rétrécir, et à la fin du roman, il arrive à s'échapper par le soupirail, et il disparaît dans les herbes qui sont évidemment comme une forêt amazonienne, je ne sais pas, en fait gigantesque, et lui il est comme un grain de sable, et la dernière image c'est celle du cosmos. Que sommes-nous, grains de sable, dont d'ailleurs dit Casca que la Terre que la vie est née des poussières d'étoiles. Les Amérindiens le savent, qu'aujourd'hui, ce que disent les astrophysiciens, que ce sont les météores, enfin, etc., qui ont ensemencé certaines planètes où les conditions s'y prêtaient, pour qu'ait lieu la vie, telle que nous l'appelons, terrestre, la nature telle que, bon, etc.
ça vient de là, des poussières d'étoiles. Et ce film, vous voyez ce film un jour, il est à la fois comme King Kong de Schutzack, évidemment, pas les remakes, comment dire, naïf dans ses effets spéciaux. Bien sûr, ce sont les tables, les chaises, etc. qui grandissent et l'acteur, heureusement pour lui, n'apparaît rétréci. C'est une question d'échelle, bien sûr, et l'acteur devient de plus en plus petit par rapport au décor qui grandit, disons, mais donc qui donne cette illusion malgré tout fantastique et qui fonctionne à plein d'un rétrécissement, et cependant, sur cette dernière image du ciel, on entend sa voix. C'est-à-dire que c'est une conscience humaine, une présence humaine invisible au monde, dans les agrégats d'étoiles ou dans la poussière terrestre du monde, il est là et il parle. C'est lui qui nous raconte son histoire. Bon, c'était un petit hommage en passant à l'homme qui rêve ainsi de Jack Arnold. Je crois qu'il existe, oui il existe, je l'ai acheté à mes petits-enfants, mais je ne l'ai pas revu moi en DVD. C'est un film magnifique, qui doit dater des années 50. Noir et blanc. Je ne connaissais pas ton travail, mais pas du tout. C'est pas grave, on va faire connaissance. Je suis pas écrivain. Donc tout ce que vous avez dit sur le langage, l'origine, limite, bon, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé, vraiment très touché. Merci madame. Et puis ce que vous avez dit aussi à propos des contes, j'ai pensé à cette... Il y a une exposition actuellement sur Paris d'une peintre portugaise. Oui. Ça s'appelle les contes, elle s'appelle Paula Rego. Et c'est les contes cruels de Paula Rego. Ça passe, c'est au musée de l'Orangerie. Et c'est tout ce que vous avez dit. Et alors en plus, je suis plongée dans les mémoires de Louise Brooks et la vie à Hollywood. Alors tout ce que vous avez dit, alors là, vous êtes vraiment, vous m'avez convaincu. Je vous remercie beaucoup. Parce que là, c'est vraiment, je suis plongée dans des questions comme ça. Donc, c'est tout à fait... Oui, mais c'est ce qui émerge encore aujourd'hui, on commence à peine à le dire, mais particulièrement dans l'entre-deux-guerres, c'est que y a Ellie Confidential, enfin le Dahlia Noir, enfin, etc. Parce que les cartes d'identité qu'elle a dans sa sacoche, London Rio, ce sont des cartes d'identité de filles qui ont été éviscérées dans les orgies auxquelles participaient des gens comme John Huston, comme Man Ray, des choses comme ça, ou des starlettes là, qui traitaient de la viande à cinéma, Marilyn ou... comment elle s'appelait, Liz Taylor l'a assez dit, si je me comporte en diva, etc., que j'ai des caprices de star qu'on me reproche, c'est que j'ai assez longtemps été traitée comme de la viande. Et ce qui émerge aujourd'hui du monde du cinéma, sur lequel on commence à avoir quelques échos quand même, c'est une réalité de ce monde-là aussi, elle vient de là, elle est passée par là, Lorna. C'est ce qu'on raconte, mon héroïne. C'est pour ça qu'elle a fui après, qu'elle est partie en Europe. Eh bien oui, Louise Brooks et tant d'autres qui ont eu la même expérience. Elles sont toutes passées par là. Mais le cinéma, bon, les exégètes et les historiens du cinéma, nous racontent assez à quel point ce miroitement de l'écran du cinéma dans le dispositif même du cinéma inventé par les Lumières, qui nous capte dans une espèce d'hypnose de la salle noire et qui nous fait éprouver dans un agrandissement à des échelles inouïes. On a en face de nous des visages de géants quand on est face au visage de Marilyn ou d'Orson Welles ou de qui vous voulez, mais on est happé dans une espèce de consommation vampirique du corps et bien sûr de la plastique, de l'érotique, du corps féminin, qui est le moteur essentiel de l'argent, de tout l'argent du cinéma. Le cinéma là, est né là-dedans et il ne fonctionne que comme ça. Et Lorna Del Rio, pour moi, elle est l'espèce de produit qui échappe un peu par miracle grâce à sa cavale dans le Grand Nord, mais en fait elle est vouée à ça, elle est toutes ses semblables pareils. Ça c'est le monde d'Hollywood. Mais enfin, on ne va pas dans un roman, faire des traités de cinéma, d'ethnologie, de ceci, de cela. Il faut que ça circule dessous, que ça passe. Comment vous dire? C'est parce que j'en suis pleine que ça peut passer dedans. Sinon, il faut effacer les discours, les commentaires, tout ça, c'est pas du roman, ça. Le roman, c'est pas... le roman n'a pas à donner de leçons. Il n'a pas à être professeur de rien, ni de science, ni d'ethnologie, ni d'histoire du cinéma, ni de rien du tout, même pas de littérature peut-être. J'entends que s'il le fait, c'est à son insu lui-même, il n'a pas à promouvoir et à énoncer, comme nous ont assez accablé les gens du nouveau roman, n'est-ce pas? Il fallait que chaque roman soit une espèce de théorie
Voilà. Et d'ailleurs, c'est extrêmement élitiste et méprisant pour le lecteur. Et j'y reviens encore, le lecteur féminin, parce que le lectorat, il n'y a qu'à voir, là je suis encore sur le sujet, là, brûlant, des prix et tout le reste, mon Dieu, quand on voit la parité qu'il y a, sur un siècle de Goncourt, il y a 9 femmes, le féminin, on s'en est un peu mieux sorti, il y en a 45%, je ne sais pas quoi, mais quand on voit là aussi l'impérialisme masculin dans la littérature et le peu de place fait aux femmes, alors que c'est le roman au XIXe siècle est essentiellement feuilletoniste, par le feuilleton, en effet, et d'ailleurs les fondatrices du féminin, grandes dames de la haute, Huppé, etc., mais écrivaient de ces romans sentimentaux, bleus, des romans à l'eau de rose, enfin, je sais de quoi et avec sans doute raison, parce qu'elles donnaient une image de la condition féminine, chaste et flétrie, enfin, vous voyez, genre les titres de délire, c'est inouï ça, j'adore. Et alors, en fait, cette littérature-là a infusé toute une partie de la population ouvrière et paysanne, qui n'avait pas accès à la lecture, qui s'est plongée évidemment dans ces livres de rien, ces livres de peu, mais dans lequel le sentiment, et je dirais une érotique, parce que si vous lisez tous ces livres, les effleurements du poignet, du lobe de l'oreille qui s'empourprent, les palpitations de paupières, enfin, tout ça, toute cette surface érotique, cette physique et cette chimie du corps, n'est-ce pas, est présente dans ces livres-là. Elle n'est pas énoncée évidemment accrue comme baise-moi si vous voulez, mais elle y est, et elle éveille à une émotion, à un sentiment de soi, à une exigence féminine aussi de la relation avec l'homme qui apparaît à ce moment-là dans les classes ouvrières et paysannes. C'est le levier de cette littérature-là, populaire et donc méprisée, n'est-ce pas, qui a éveillé à la lecture, et le continent féminin, pardon, j'en postillonne, du lectorat, existe encore aujourd'hui. Et il est le plus, il est le plus occulté, y compris en tant que lectorat, y compris en tant qu'écrivaine d'aujourd'hui. Et si les petites jeunes se réveillent, tant mieux, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup à faire encore pour on a beaucoup à faire. Alors, je vous propose que nous allions prendre un prendre un verre. Merci.